Chers auditeurs, chères auditrices, bien le bonjour dans ce mercredi matin pluvieux. Oui, Patricia, nous sommes le 6 février. J'ai pensé à dire la date aujourd'hui. Bonjour, oui. Patricia. Bonjour, c'est gentil. C'est juste pour que effectivement les gens se remettent dans le contexte et dans le calendrier de notre émission de radio. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Toutes et à tous. Et nous recevons aujourd'hui une association, ma foi, pleine d'avenir, qui est Faisons l'Europe, avec Madame Sylvie Legevac. Sylvie Sternicha-Legevac. Bonjour. Excusez-moi pour votre nom. Nous allons avoir de la vie quotidienne avec le service Mobibus, de la franchise postale, puisque nous avions décidé d'avoir tous les aspects un peu de la poste. Marie nous parlera aussi des emplois donc réservés aux personnes handicapées. Et bien entendu, nous parlerons d'Europe. Nous commençons donc... Oui, donc Patricia, tu vas nous parler du service Mobibus puisque nous allons les recevoir le 22 février dans nos locaux. À 13h45, oui. Et donc là, vous pourrez venir ou d'ores et déjà, vous pouvez nous transmettre vos questions. Et surtout, je le précise, bon, je voulais en parler à la fin en donnant les coordonnées, mais puisque tu en parles, j'en profite. Donc, c'est précisé au comité qu'il faut s'inscrire avant le 19 février. Apparemment, il faut s'inscrire. Pour venir. C'est précisé aussi dans le journal L'Œil et l'Ouïe du comité. Et ils seront présents M. Philippe Carbonnier, directeur de Mobibus, qui vient en personne, de M. David Guillemin, chargé de clientèle, et de Paul Perales, notre bénévole du comité, dévoué à l'accessibilité, et notamment avec Mobibus. Alors, Mobibus, beaucoup de personnes le connaissent, le service a été mis en place en 2004. Et le nombre de voyages réalisés a triplé et cette progression se poursuit. Sur les 12 derniers mois, il y a eu 7% d'augmentation. Donc je fais un petit bilan puisqu'on est en janvier et Mobibus donc, a fait une petite synthèse de ce qui s'est passé les dernières années ou derniers mois. Ils ont mis 9 nouvelles communes sont desservies à nouveau par le service Mobibus. On arrive à 99 communes à ce jour. C'est énorme, hein ? Ils ont mis 9 communes début décembre. Comment c'est le département Alors ça peut être, pour citer, il y a Muret, il y a pas mal de... Oui, c'est le département. Si tu veux, Marie, on est parti de Toulouse, intramuros, et on a élargi au fur et à mesure le cercle. C'est super parce que moi qui étais justement suburbaine quand j'étais jeune, ça n'existait pas et je dis merci à ceux qui ont mis l'initiative en place. Voilà, mais il fallait mettre en place, comme tout service qui se crée, on commence au début tout petit pour bien, une fois que ça marche... Mais parce que les besoins existent, voilà. Pas de problème. Autrement, il y a aussi la centrale de réservation. Les téléopérateurs ont reçu une formation de sensibilisation à l'accueil des personnes en situation de handicap. Au niveau du prélèvement automatique, ça y est, il a été mis en place à la demande des usagers pour payer leurs factures. Les autres paiements, évidemment, restent disponibles. Si vous êtes intéressé par le paiement, par les prélèvements automatiques, vous vous adressez au service client. Il y a aussi le service test. Alors, depuis le 1er mars 2011, 2 nouveaux services ont été lancés dans un secteur géographique limité dans le sud-est toulousain pour aller peut-être, comme tu le dis Marie, progressivement élargir. À la rencontre de clients potentiels. Mais ces 2 services qui sont au début de leur vie, on va dire, c'est un service d'adresse à adresse avec prise en charge à l'adresse sur le trottoir de la voie publique et non au domicile, et un service d'adresse à arrêt du réseau TCO le plus proche. Évidemment, le service de porte-à-porte reste disponible. Ces 2 services sont en plus. En fait, moi j'avais l'habitude qu'on fasse du porte-à-porte, c'est-à-dire qu'on vienne te chercher chez toi et qu'on t'amène là où tu veux aller. Je sais pas, moi par exemple, on part de chez toi, on va à la sécurité sociale par exemple, ou on va à l'école ou au travail.
Et là, ils ont mis en place en fait un nouveau réseau, enfin une extension de réseau qui ferait que un peu comme une station de taxi, et que Non, non, c'est pas du tout ça. Ah, c'est pas du tout non, ça. C'est-à-dire que tu donnes une adresse où tu es et une adresse de destination et ils te prennent dans la rue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à faire la démarche de venir par exemple te chercher dans un service hospitalier. Il faut que tu sois par exemple sur le parking. Oui, à l'adresse même, là où est le numéro de la rue. Ça donne un service allégé et plus rapide, effectivement, pour les chauffeurs. C'est-à-dire que c'est plus d'interventions. Voilà. Et c'est un service test qui a été mis dans les alentours de Ramonville, Ozeville. D'accord, c'est-à-dire que ça ne répond qu'à la prestation de transport. C'est ça, voilà. Tout à fait. Il faut le préciser, c'est important parce que financièrement, évidemment, en fonction de la demande, la somme est différente. Et il ne faut surtout pas changer d'avis une fois que c'est enregistré. Voilà. Bien sûr. Donc, il y a aussi, ils ont investi dans des véhicules neufs de grande capacité, 28. Ils seront disponibles à partir de mars 2013. Ils seront plus confortables, équipement climatisation et d'insonorisation plus performants, boîte de vitesse automatique pour éviter les à-coups intempestifs que les gens qui l'utilisent, les usagers, les emprunteurs, nous manifestent de temps en temps des plaintes, le fait que ça soit un peu moins confortable. C'est-à-dire des problèmes. Que pour les personnes en fauteuil roulant, effectivement, qui ont des pathologies on va dire douloureuse, c'est très délicat. Il y a des secousses des fois et ça peut être gênant. Il y a aussi, donc, on a parlé de la réunion au comité le vendredi 22 février à 13h45. Et le grand rendez-vous de Tisséo, ça sera évidemment la 9e édition du Salon Tonomique Sud, qui aura lieu en avril 2013. Alors, la date précise, on l'a pas, mais on en reparlera d'ici là, au Parc des Expositions de Toulouse. Je finirai sur les coordonnées, pour ceux qui ne les auraient pas. Mobibus, évidemment, l'adresse est 133 chemin du Sang de Serpe, au 31 200 Toulouse. Vous pouvez les joindre au 05 56 43 53 28, 05 56 43 53 28. Par internet, www.tisseomobibus.com ou envoyer un mail à info.mobibus@veoliatransdev.com. Voilà. Eh bien, merci Patricia. Pour plus d'informations, évidemment, il y aura la réunion, puisque là, c'est un petit résumé que j'ai fait. Voilà, tu nous as fait effectivement un résumé de ce que l'on appelle la lettre Mobibus et que les usagers ont déjà reçu. Voilà. Ont déjà reçu dans leur boîte aux lettres. Mais il était utile de le rappeler avant cette réunion. Et surtout, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas donc à appeler à l'AVH. Je rappelle le numéro de téléphone 05 61 62 44 45. Voilà, vous êtes tous les bienvenus, même si vous avez un handicap moteur, souci pour vous déplacer. Ce n'est pas parce que nous sommes une association de déficients visuels que nous sommes sectaires, n'est-ce pas Patricia? Oui, bien sûr. Tous les handicaps sont mis à l'honneur et on en parle évidemment. Voilà, cela dit, moi je vais quand même vous parler maintenant encore de braille, et oui, j'y tiens, mais ce n'est pas pour connaître les origines, loin de là, c'est plutôt moderne, on va dire. On parle de réforme pour la franchise postale. Alors qu'est-ce que la franchise postale? C'est un service des postes qui vous permet d'avoir des envois en braille ou maintenant en audio gratuitement. Vous ne payez aucune taxe. Il faut juste vous procurer les timbres au niveau de votre bureau de poste. Le timbre qui est reconnu par la Convention des postes au niveau international, qui représente une personne avec une canne blanche, un timbre sur fond noir et le petit bonhomme il est blanc. Voilà, donc vous pouvez apposer ce timbre maintenant en haut à droite, à l'emplacement prévu pour la taxe, et vous ne paierez pas un envoi. Alors ça, c'était la base, c'est ce qui existe depuis bien longtemps maintenant, c'est-à-dire depuis les années 50, qui avait été mis en place après la guerre pour des envois effectivement en braille, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le braille est volumineux
et qui pèse quand même, oui, pas mal, Voilà. puisque c'est volumineux, donc il faut beaucoup de papier et du papier fort, du papier bien cartonné, donc pour même une lettre, ça prenait des proportions non négligeables. Voilà, tout à fait, merci Marie. Donc, il y a eu des réformes. Alors, la Convention internationale au niveau de l'ONU a maintenant élargi, cette convention a été élargie aux documents agrandis. Alors, je précise bien que c'est pour l'international. Ça n'oblige en aucune façon les pays à appliquer ceci à l'envoi intérieur. C'est-à-dire, en d'autres mots, que la France a essayé de bloquer cette convention, en fait, au niveau des agrandis. Donc, pour l'instant, nous continuerons à payer les envois en documents agrandis. Ben, la raison, c'est qu'on paiera toujours les documents agrandis. Bon, en gros, mettez-vous au braille, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. Donc, Ici, par pour que contre, ce soit bien lourd et qu'ils n'aient pas. par contre, les CD, tout ce qui est audio, tout ça, ça va. Donc, vous pouvez toujours envoyer par sécogramme, qui est le mot qui était employé jusqu'à maintenant, et que maintenant, il faudra donc remplacer par envoi pour les aveugles. Voilà. C'est ce qu'il faut surtout retenir de cette convention qui a juste changé ça pour l'instant en France. Il y a évidemment des volontés au niveau du CNPSA de faire changer cela, puisque c'est vrai que l'agrandissement, c'est vrai que quand on a besoin de gros caractères, il en tient moins dans une page, ou alors on est obligé d'avoir des pages A3, de format A3, et évidemment ça pèse vite très lourd. Et donc, le CNPSA essaye de parler donc, avec la Poste, qui a quand même fait des efforts. Marie, nous avons vu la semaine dernière, pour adapter notamment ces lieux d'accueil pour les usagers. Voilà, et on verra l'autre aspect tout à l'heure, dans quelques minutes, pour l'emploi. Notre cheval de bataille. Voilà. Donc, si vous voulez, je peux quand même vous lire les articles vite fait qui ont été érigés lors de cette convention de l'Union postale universelle. Donc, les sécogrammes, tous les envois pour les aveugles envoyés ou par une organisation pour les personnes aveugles ou envoyés à ou par une personne aveugle sont exonérés de toute taxe postale à l'exclusion des surtaxes aériennes. Dans la mesure où ces envois sont admissibles comme tels dans le service intérieur de l'opérateur désigné d'origine. Alors, il faut savoir que si vous voulez envoyer, par exemple, un colis à l'international, enfin, du braille, on va dire, parce qu'évidemment, après, si c'est un colis, si ce sont des choses plus personnelles, on va dire, là, vous payez, évidemment. Là, on parle de documents, de choses administratives, par exemple, ou un livre, ou des choses comme ça, si on veut. C'est intéressant parce que notamment, ça concerne tout ce qui est les ONG, par exemple, si tu veux envoyer des livres en français dans un pays en voie de développement ou en Afrique, ou des choses comme ça, ça concerne ces envois-là, par exemple, tu vois. Donc là, si vous voulez que votre paquet, votre envoi arrive plus vite, sachez quand même qu'il voyage à l'économie, donc par bateau, pour les pays lointains. Et si vous voulez qu'il arrive par voie aérienne, il va falloir payer quand même la différence entre le service économie et le service aérien. Au niveau de la rapidité, effectivement. Voilà, il faut payer un billet d'avion à votre courrier. Voilà. Ouais, entre guillemets. Donc, voilà pour ce petit tour d'horizon. Donc, pour l'instant, nous continuerons. C'était ce qu'il fallait retenir. Voilà. Nous continuerons à payer les envois en gros caractères. Peut-être que Mitch a une petite pause musicale à nous proposer. Ah ben ça, j'ai toujours des choses comme ça qui se baladent. Je te propose un petit retour sur le concert qui se passait vendredi dernier au Mandala. Il s'agissait donc du groupe Aldavidja qui se définissent comme faisant de l'indus trans jazz
Et pour vous montrer que la musique indienne peut être large, diversifiée, tout ce que l'on veut, eh bien, ils ont un titre qui s'appelle le Lamento di Tristano. Il s'agit d'une reprise d'un chant du XIVe siècle, un lamento qui évoque l'histoire de Tristan et Iseux, mais là, c'est revu à la sauce indienne et à la sauce 21e siècle aussi. Décidément, on voyage aujourd'hui. Bien, merci Mitch pour nous amener encore un peu de soleil. Aujourd'hui, on connaît plutôt les prémices de la mousson, hein, mais bon. Nous allons revenir à l'Europe. Oui, comme disait Patricia, on voyage beaucoup aujourd'hui. Donc, il y a eu une table ronde le 23 janvier, d'où cette invitation que nous avons faite à Sylvie qui est à mes côtés. Nous allons peut-être vous laisser vous présenter. Oui, bonjour et merci de nous inviter à présenter l'association Faisons l'Europe aujourd'hui. Faisons l'Europe, donc moi-même je suis Sylvie Sternicha-Legevac, je suis la présidente de cette association. Faisons l'Europe est une association de citoyens qui s'est mise en place en 2006 à l'occasion du débat autour du traité constitutionnel européen par un certain nombre de personnes qui considéraient que l'Europe est le bon cadre pour mettre en œuvre un certain nombre de politiques et qu'il fallait peut-être que le traité, le texte qui était proposé, la Constitution, le traité constitutionnel n'était pas bien construit en tout cas, mais qu'il fallait malgré tout réformer les textes fondateurs de l'Europe pour bien fonctionner à 27 États. Voilà, alors on a voulu pouvoir en débattre avec nos concitoyens, être un lieu de débat sur l'Europe et en mettant en avant une Europe qui ne soit pas uniquement l'Europe des marchands, comme on a l'habitude de dire, hein, mais également une Europe qui comporte une dimension sociale importante. Citoyenne. Humaine. Et en ce sens, les politiques d'aide aux personnes handicapées, c'est une composante importante. Cela participe au principe de solidarité qui fonde l'Europe. Eh bien, oui, évidemment, le sujet du handicap risque d'être peut-être difficile à unifier dans tous les pays. Oui, il y a une grande diversité. Alors, nous essayons d'organiser des débats. Notre activité passe principalement par l'organisation de tables rondes, mais pas uniquement. On essaie d'avoir des événements qui ont une dimension conviviale également. On a organisé un pique-nique européen, on a organisé une randonnée à vélo, à la découverte d'un certain nombre de projets financés à Toulouse par l'Europe. Notre souhait, c'est de pouvoir débattre avec les Toulousains en leur permettant de discuter avec des personnes qui sont un peu des experts de la question. On fait venir des parlementaires, des députés européens ou des fonctionnaires européens ou des gens qui connaissent bien les politiques européennes, sachant que nous-mêmes, nous ne sommes pas des experts de la question. Hein. Nous pouvons connaître bien certaines thématiques, mais certainement pas l'ensemble des questions européennes. Vous essayez d'être le lien, si je voilà. peux dire, entre les gens et les politiques et le exactement. Le message des fois peut-être. C'est l'idée que j'avais en venant ici, en pensant au titre de votre émission, Le Lien. C'est un très beau titre. Et je pense que c'est ce que nous essayons à faire, à notre modeste niveau, c'est de créer du lien entre les citoyens européens de l'ensemble de cet espace. Ça tombe bien, nous marchons dans le même sens. Nous essayons, voyez, nous aussi, de faire du lien. Et voilà, surtout que nous citons régulièrement, effectivement, dans nos rubriques, des exemples de pays européens par rapport au handicap, les awards, justement, où il y a une... À Berlin, oui. À Berlin, voilà. Donc, on essaie vraiment de... Alors, je voudrais rajouter, concernant Faisons l'Europe, nous essayons aussi d'avoir des manifestations en lien
c'est le mot, également lien avec les autres associations pro-européennes de Toulouse. Et nous avons créé un collectif qui s'appelle le collectif Spinelli Midi-Pyrénées, en référence à Altiero Spinelli, qui est un des pères fondateurs de l'Europe. Donc avec les 3 autres associations pro-européennes de Toulouse, nous organisons des manifestations. Donc les 3 autres associations, c'est le Mouvement européen de Haute-Garonne, c'est les Jeunes Européens de Toulouse et c'est l'Union des fédéralistes européens. La manifestation que nous avons organisée le 23 janvier sur Europe et Handicap était organisée avec ces 3 autres associations. Nous organisons aussi des manifestations en propre ou alors avec d'autres associations en fonction des thématiques. On cherche à créer, à nous appuyer sur un réseau également. On a eu justement le 24 janvier dernier un café-débat avec la Casa de España et l'association Aragon Midi-Pyrénées, l'ARAMIP, sur le thème de la politique européenne d'innovation. Un autre exemple de nos activités. Donc si les personnes s'intéressent à l'Europe, eh bien, nous leur transmettrons vos coordonnées peut-être en fin d'émission, à moins que vous vouliez les donner maintenant, comme vous voulez. Écoutez, oui, ce que je voulais ajouter, c'est que nos activités, ce sont des rencontres, mais également nous avons une lettre d'information que nous appelons nos nouvelles, qui paraissent tous les 2 à 3 mois. Et donc, si nous invitons les Toulousains et plus largement à nous rejoindre, et ils trouveront l'information sur notre site, donc il s'appelle fle31.wordpress.com, où là ils pourront trouver toutes les informations sur nos activités. Est-ce que vous pourriez répéter, parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, on n'a pas toujours le temps d'écrire. Je vais répéter, donc FLE 31.wordpress, je vais l'épeler peut-être, WORDPRE2S.com. Bien, merci pour ces coordonnées. Et nous allons peut-être parler maintenant plus précisément de la table ronde donc, du 23 janvier. Voilà. Alors cette table ronde était organisée à l'université Toulouse 1 Capitole qui a accepté de nous accueillir. Nous voulions avoir des informations sur ce que faisait l'Europe en direction des personnes handicapées. Donc nous avons fait venir une députée européenne qui est Sylvie Guillaume, qui est membre d'un intergroupe au sein du Parlement qui traite des questions européennes. Donc nous avons appris à cette occasion que cet intergroupe existait depuis 1980, donc c'est un des groupes les plus anciens. Il compte une centaine de membres. Sa mission, c'est de promouvoir des réflexions sur la question du handicap, de faire une veille législative et de suggérer des politiques aux institutions européennes. Donc, selon Madame Guillaume, c'est un groupe extrêmement dynamique. Alors, nous voulions aussi savoir comment ça se passait, comment a été traitée la question du handicap dans d'autres pays européens. Et donc, nous avons fait venir Alain Faure, qui est administrateur au Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes. C'est une structure qui regroupe des associations de personnes handicapées en France et qui participe à une structure qui elle-même fédère ces conseils qui existent dans chacun des États. Donc cette structure s'appelle le Forum européen des personnes handicapées. C'est un lieu d'échange et d'information entre les institutions européennes et les associations de personnes handicapées. Donc ce monsieur nous a fait une présentation des différentes politiques dans les
pays de l'Union européenne. Bien, Et il y avait aussi des acteurs locaux. Hein, c'est notre souci, c'est de mettre en présence non seulement le public avec des experts des questions européennes, mais aussi avec certains acteurs locaux. Donc il y avait Gérard Jazotte, vice-président de l'université, qui a présenté la structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants à l'université de Toulouse-1-Capitole. Il y avait le président de l'IMCA de Colomiers, Michel-Joseph Durand, et il y avait la responsable de l'agence Toulouse Intérim Handicap, Madame Bakairis. Voilà, donc il y avait à la fois des représentants de l'Europe et des représentants de la question du handicap au niveau de l'éducation, au niveau de la formation et au niveau de l'emploi. Des acteurs dans plusieurs domaines. Quoi. Dans plusieurs domaines, puisqu'on a quand même voulu axer sur la formation et l'emploi. Je disais que c'était intéressant par rapport effectivement aux institutions européennes, parce que ça nous paraît toujours très loin. Donc ces forums, ces tables rondes sont bien intéressants, je trouve, pour que les gens sentent qu'ils peuvent s'exprimer et peut-être être informés et être écoutés aussi. Effectivement. Surtout être informés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et dont on n'est pas au courant, souvent. Tout à fait. C'est notre souhait, c'est de faire connaître les politiques européennes et dans la mesure où elles impactent, selon le terme un peu à la mode, le quotidien des gens. Et bon, moi-même, je ne connaissais rien à la question du handicap au niveau européen. Et donc, qu'est-ce que vous avez appris? Nous sommes même patients de savoir. Bon, nous avons appris beaucoup de choses. Je dois dire que on a été quand même très satisfaits parce qu'on a eu un public aussi relativement important. On a eu à peu près 70 personnes. Bon, c'est pas énorme, mais il faut savoir que nos rencontres ne sont pas organisées dans un cadre professionnel en journée. Hein. Là, c'était à 18h30. Le public qui vient, il se déplace parce qu'il est... Voilà, il a... D'ailleurs, ce sera l'occasion pour vous de nous tenir au courant de vos projets éventuellement, pour que les auditeurs soient au courant et puissent venir éventuellement à une manifestation. Bien sûr, nous allons le faire, évidemment. Donc voilà, les gens ont le choix à rentrer chez eux, s'occuper de leurs affaires ou venir à nos manifestations. Et là, on a été quand même très satisfaits de la participation. Alors là... Vous avez appris des choses. Et on a appris beaucoup de choses. Bon, on a appris, mais ça, je pense que vous devez savoir que le handicap léger ou lourd touche 80 millions de personnes sur 450 millions dans l'Union européenne, donc 15 millions d'enfants. Et donc, ces personnes, comme vous le savez, sont souvent victimes de discrimination quotidienne. Donc, l'Union européenne... mène une lutte contre les discriminations. Alors, l'Union européenne n'a pas de compétences directes en matière de handicap. En fait, son action s'inscrit dans son action de lutte contre les discriminations. Et cette action, donc cette lutte contre les discriminations, elle porte sur les discriminations fondées sur l'origine ethnique, concernant les minorités, on pense notamment aux minorités roms, concernant également les discriminations sur le sexe et les discriminations qui peuvent toucher les personnes handicapées. Elle s'appuie, pour mener son action, elle s'appuie sur 2 textes principalement. Elle s'appuie sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, dont elle est signataire. Donc, vous parliez en début d'émission de cette obligation de... Je parlais de la franchise postale. Franchise postale. Donc, je pense que c'est une voie qui vient en prolongement des engagements pris dans cette Convention des Nations Unies, me semble-t-il. Donc, ce qui est important dans cette convention, l'idée principale, c'est que on passe... il y a une évolution de la perception du handicap. C'est que les personnes handicapées ne font plus l'objet
d'assistanat, de charité, comme on disait, ou de traitements médicaux ou sociaux, mais ils deviennent des sujets à part entière, des citoyens à part entière, et les États doivent faire en sorte qu'ils soient pleinement intégrés dans la société. Le deuxième texte sur lequel l'Union européenne s'appuie, c'est la Charte des droits fondamentaux. Alors cette Charte des droits fondamentaux, il faut savoir que depuis le traité de Lisbonne, elle devient contraignante pour les États, pour les institutions européennes elles-mêmes et pour les États, depuis le traité de Lisbonne de 2007. Donc cette charte définit les droits des citoyens européens et notamment des citoyens touchés par des handicaps. Voilà, alors partant de là... Cette charte, elle est accessible. On peut la consulter Tout à fait, alors on peut la télécharger. Il faut aller sur le site de la Commission, notamment. C'est de mémoire europa.eu. Et donc, c'est un élément du traité de Lisbonne. Partant de là, alors il y a eu un événement important, c'est en 2003, l'année européenne des personnes handicapées. Cette année européenne a créé une dynamique, a amené la Commission européenne à définir une stratégie. Et en 2010, elle a précisé cette stratégie qui va porter sur les années 2010 à 2020. Par lesquelles elle encourage les États à s'engager résolument dans un certain nombre de voies. Alors, je ne vais pas lister le contenu de cette stratégie 2010-2020, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 axes principaux. C'est permettre l'égalité d'accès à l'éducation et la formation et améliorer le taux d'emploi des personnes handicapées qui sont quand même fortement touchés par le chômage qui est 2 à 3 fois plus important que pour les personnes valides. Et sur l'accessibilité, c'est un projet, parce que nous, je sais qu'en France, 2015, on en parle souvent, en Europe, par rapport à l'accessibilité, est-ce que c'est... Alors l'accessibilité, c'est une voie, un des sujets importants également. On ne l'a... Pas trop d'éléments parce qu'on ne l'a pas tellement abordé dans le cadre de notre table ronde. Mais effectivement, l'Union, juste en 2 mots, l'Union européenne a adopté un certain nombre de règlements pour améliorer l'accessibilité des personnes handicapées dans le domaine des transports en commun, dans le domaine du bâti et dans le domaine des services publics. Mais voilà, ces normes ne sont pas suffisamment bien appliquées, en tout cas, elles varient d'un pays à l'autre. Bon, il y a des progrès à faire. C'est-à-dire que je sais que ça fait partie de nos chevals de bataille, l'accessibilité, que j'en parle souvent, et qu'on parle de la loi de février 2005, on en parle sans arrêt. Alors, il faut savoir que la législation européenne, elle est décidée au niveau européen, mais que les États restent libres de l'application de la loi. C'est-à-dire que tu peux avoir ou un décret ou une loi. Et donc, c'est pour ça que ça n'avance pas toujours de la même façon. Voilà. Nous, on avait prévu de parler plutôt d'éducation. Peut-être il y a eu le sujet a été peut-être abordé au niveau de cette table ronde vous me parliez donc d'inclusion, puisque maintenant on ne parle plus d'intégration, on parle d'inclusion. D'inclusion, selon le terme, c'est un terme... Est-ce que l'Europe suit, on va dire, la mouvance que l'on connaît en France sur effectivement l'inclusion individuelle et obligatoire même, je dirais? Alors, et donc effectivement, en matière d'éducation et de formation, il y a déjà... Bon, il y a des systèmes de scolarisation qui varient d'un pays à l'autre. L'Union européenne souhaite que les pays s'engagent résolument dans l'intégration dans le système éducatif classique, ce qu'on appelle l'inclusion, qui est un terme anglo-saxon. Pour ce qui concerne... Il y a 3 types de pays. Il y a les pays dans lesquels l'inclusion est forte. Donc, c'est la Norvège, le Danemark, la Suède,
la Finlande, et au sud, il y a également l'Italie et le Portugal. Il y a les pays qui ont gardé un enseignement spécialisé important, donc principalement l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, et la République tchèque. Et puis, il y a des pays qui ont un modèle un peu mixte, dont fait partie la France, et qui sont dans une démarche d'inclusion, mais plus récente. Et dans ces pays, donc, il y a la France, il y a aussi la Grande-Bretagne et il y a l'Espagne. Donc, mais la voie préconisée par l'Europe, c'est l'intégration dans le système classique. Voilà. Pour la France, on est générale, à mi-chemin. C'est la politique qui est mise en avant. Alors, ce que j'ai lu dans une brochure que je vous ai amenée, qui est très bien faite, qui aborde la question de l'Europe et du handicap, la brochure Être, handicap, formation, c'est que les pays les plus inclusifs, c'est ceux dans lesquels il y a le plus de souplesse au niveau des enseignements. Pour la France, la difficulté, c'est qu'on demande un bloc de connaissances classe par classe et avec des évaluations qui font que c'est difficile, dans le cadre de certains handicaps, de passer d'une classe à l'autre. C'est un des freins, mais on est malgré tout sur cette voie-là. Oui, maintenant, avec le socle commun, je crois qu'on va vers quelque chose d'un peu plus souple. C'est-à-dire que nous avons des connaissances de base à avoir et ensuite, pour ceux qui peuvent, poursuivre leurs études. On y travaille, pourtant en France, on a bien différencié tout ce qui est éducatif au niveau du handicap. Et cette inclusion va quand même, je pense, dans le sens aussi de l'Europe, puisque vous disiez donc que c'était une inclusion récente, mais je pense que ça va aller dans ce sens-là, parce que les familles aussi désirent plus souvent voir leur enfant aller à l'école de quartier plutôt que dans des institutions. Exactement. Et là, ça renvoie à la définition du handicap en Europe, qui varie également d'un pays à l'autre. Alors, je lisais également que dans les pays du sud, de l'est, de l'Europe et en Allemagne, c'était encore la déficience qui contribuait à définir le handicap. C'est-à-dire quelque chose qui fait défaut dans la définition même. Alors, en France, on insiste plus maintenant sur la relation entre la personne et son environnement. Et c'est la voie qui est prise majoritairement en Europe, c'est de considérer qu'il faut abattre les barrières à la fois physiques et sociales qui empêchent l'intégration, la pleine intégration des personnes handicapées à la société. Mais je trouve que c'est un joli mot pour conclure cet exposé qui, ma foi, mériterait encore et encore beaucoup de choses très intéressantes. Nous parlions donc de cette revue Être, handicap. C'est une revue que nous découvrons nous-mêmes aujourd'hui, qui peut être très intéressante. Alors, apparemment, elle est distribuée en kiosque de manière bimensuelle. Bimestrielle. Ah, bimestrielle. Oui, c'est une revue qui s'appelle Être, handicap, information. C'est la secrétaire de notre association que vous connaissez, je pense, Amandine Pilot, qui a animé la conférence et qui en a assuré l'organisation globale. Elle est elle-même déficiente visuelle et elle a été amenée à parler de son expérience à travers sa formation, qui a été une formation inclusive d'ailleurs, et de parler de son insertion professionnelle. Alors c'est elle qui a vraiment été la cheville ouvrière de cette table ronde et elle s'était rapprochée de cette revue donc les rédacteurs lui ont envoyé un numéro que je vous recommande, qui est le numéro de janvier-février 2013, qui est le guide Europe et handicap. Il est extrêmement complet, il est très 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 intéressant avec des cartes. Donc je peux vous donner
Donc, j'espère pouvoir vous donner vous inquiétez pas, nous donnerons les coordonnées si ça intéresse les personnes. Je rappelle que vous pouvez nous appeler dès demain matin, n'est-ce pas Patricia? Oui, on sera là, à la fidèle au rendez-vous. VH pour avoir toutes les informations complémentaires et puis des choses qui se sont dites aujourd'hui. Nous allons vous remercier pour votre intervention et nous allons peut-être enchaîner avec une autre pause musicale, Mitch. Allez, d'accord, on va encore une fois faire un petit détour avec des groupes toulousains. Il s'agit là d'une formation autour de Thomas Jiménez. Thomas Jiménez qui nous chante la Retirada, qui nous chante la guerre d'Espagne. Il sera en concert, entre autres, le 14 et 15 février. Cela sera à la Salle Bleue, à l'espace Croix-Baragnon. Et on va de suite s'écouter un petit extrait de son second album. Il s'agira donc de la chanson La Canción del Frente Unido, la chanson du Front Uni. Radio Occitanie, l'émotion du pays. Voilà, je vais vous parler de l'emploi à la Poste et franchement, je vais pas faire le sujet. Enfin, je vais évoquer le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui parce qu'il est déjà 51 et que ça fait très très peu de temps pour vous en parler. Donc, je vais juste évoquer le sujet et je voulais vous parler aujourd'hui d'un nouvel accord national du handicap signé avec la Poste et 4 organisations syndicales et agréées par le ministère du Travail. C'est-à-dire que la Poste, vous avez vu la semaine dernière, a beaucoup investi pour l'accueil de ses clients ainsi que de son personnel. Et ça fait suite à un accord qui a été signé en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est le 5e de ce type qui a été signé. Alors, il est à l'initiative de la direction de la Poste et de 4 organisations syndicales, la CFDT, la CFDC, la CGSC, UNSA et FO, qui ont signé le 8 mars 2012 cet accord. Et il a pour objectif de recruter 300 stagiaires en situation de handicap, 480 futurs postiers et il y a une question de moyens cet accord a permis de doter un budget global de 56 millions d'euros à la Poste pour engager des personnes handicapées, qui permettra de recruter au minimum 480 personnes en situation de handicap sur tout type de fonction, accueillir 300 stagiaires et qui a pour objectif aussi de permettre le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, parce que tu peux être employé à la Poste et puis je sais pas, tu as un accident de la vie comme on dit et puis tu te retrouves en situation de handicap, et donc c'est pour leur permettre bien sûr de continuer à avoir une carrière professionnelle normale et ça a aussi pour objectif d'améliorer la qualité de vie au travail et de permettre une évolution professionnelle des personnes handicapées et une formation, une promotion et un bilan de compétences dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Et donc, dans cette optique de recrutement de la Poste, je vais vous donner les coordonnées du siège social pour ceux qui voudraient postuler. Donc, c'est le siège social 44 boulevard de Vaugirard, 75 757 Paris CEDEX, 44 boulevard de Vaugirard, 75 757 Paris CEDEX, un numéro de téléphone, le 01 55 44 00 00 01 55 44 00 00. N'oubliez pas qu'une candidature à un emploi, ça se suit. Vous envoyez votre CV, votre lettre de motivation, comme je dirais à l'ancienne, ou par Internet, et vous faites un suivi. Si vous avez postulé aujourd'hui, dans 6 mois, vous recommencez. Vous pouvez demander s'il y a des politiques de recrutement. Bon, là, apparemment, c'est le cas parce que ce plan de prise en compte de la personne handicapée dans les futurs recrutements, ça couvre l'année 2012-2014. Donc, il y a quand même pratiquement un an et demi. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi depuis longtemps, surtout ne vous découragez pas et suivez votre candidature. Voilà.
Bien, Donc merci Marie. je fais ça très très vite et donc je te passe la même pour l'agenda. Je vais peut-être d'abord donner quelques résultats de sport. Ah, pardon. Oui, alors Philippe, notre grand journaliste sportif de notre équipe, que je salue, nous envie. Bien sûr, Quand c'est qu'il revient? m'a laissé quelques résultats du premier tour du championnat féminin de Torbol. Alors, je suis quand même contente d'annoncer des résultats d'une équipe féminine quand même, qui s'est déroulée le samedi 26 janvier. Et Philippe me disait qu'ils avaient fait donc une bonne performance. Et évidemment, nous allons parler de l'équipe de l'AVH parce que je ne vais pas vous donner tous les résultats, ça serait beaucoup trop long. Alors, à l'AVH Toulouse-Marseille, on fait 2-2. AVH Copa Paris 8-2. AVH Poitiers 2-1. AVH Nice 10-4. AVH Paris 11-2. Mais donc, c'est des résultats vraiment performants. Hein. Et AVH Lyon aussi 10-2. Ils ont gagné tous leurs matchs alors. Alors, oui, alors Philippe nous disait donc qu'ils avaient ils étaient ex-aequo en première place, sauf qu'au nombre de buts, quand il y a des ex-aequo, on fait au nombre de buts. Marseille a 40 points et Toulouse a 30 buts. Voilà. Donc, Toulouse prend la deuxième place au nombre de buts. Mais Philippe, il fallait faire voilà, ça. Philippe me disait que c'était une très très bonne performance. Voilà. Et maintenant, je vais effectivement vous parler On les applaudit. d'agenda. C'était un peu rapide, mais je les ai donnés quand même. Donc, j'ai 4 minutes. Et donc, d'ores et déjà, vous pouvez contacter le cinéma L'Autan de Ramonville. Je vais vous donner le numéro de téléphone parce qu'il y a Alceste à bicyclette. Je vais vous donner tout à l'heure le jour et l'horaire, mais je vous donne d'ores et déjà un numéro de téléphone. C'est le 05 61 73 64 64. 05 61 73 64 64 pour aller voir Alceste à bicyclette. Il faut réserver. Je vais vous dire, c'est dimanche, je crois. Qu'est-ce que tu dis, Marie? C'est un audio description. C'est un audio description, évidemment. Tout ce que je donne ici est en audio description quand il s'agit de cinéma ou de film à la télé. Donc, le 6 février, c'est aujourd'hui, à 13h55 sur Arte, nous avons les tribulations d'un Chinois en Chine. Toujours aujourd'hui, à 15h35, vous avez Camping Paradise sur TF1. À 20h35 et 21h20, nous avons une nouvelle série, Tiger Lily. Le 7 demain à 14h30, il y a dans nos locaux de l'AVH Monsieur Pasco qui viendra nous reparler du contrat handicap. Donc au cinéma L'Autan, c'est 21h, vous voyez, c'est demain à 21h, Alceste à bicyclette. Le 8 février, alors c'est à 2h du matin, c'est sur Arte. 2h30 exactement. Elle ne pleure pas, elle chante. C'est rediffusé le 11 février à 3h15. Pour le 8 février, vous avez 8h22 sur Canal+, Hollywood avec Debouze et Foresti. C'est toujours en audio-description, bien sûr. Hein. Et Canal+, donc, à 20h59, le 8 février, il y a Sur la piste du Marsupilami, qui est le film du Marsupilami. Patricia, tu voulais me dire quelque chose? Juste une petite info, il y a une réunion ouverte à tous sur l'accessibilité au comité le samedi 9 février à 14h. Elle sera animée par Patrick Pellat, ingénieur à la société Altran Technologies, avec les membres de notre équipe, Daniel, Jean-François et Jean-Michel. Donc si vous voulez venir samedi 9 février à 14h, voilà, posez des questions. J'allais le dire. Merci beaucoup, Patricia, de participer à l'agenda. Non, mais tu es la bienvenue ici puisque c'est un agenda un peu marathon
Et si vous voulez vraiment d'autres informations, je vous ai donné aujourd'hui et demain, et donc tu viens de nous citer samedi, mais il y a encore beaucoup de choses en audio description. Je vous invite à nous contacter demain matin. Donc je rappelle le numéro, le 05 61 62 44 45. Et je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine À à tous. mercredi prochain.